présenter très brièvement Sonia Feynman et je lui laisserai la parole par la suite pour présenter son livre. Alors, Sonia Feynman est sociologue, elle est membre de la coordination nationale de l'Union juive française pour la paix. Elle a représenté l'UJFP auprès de la coordination européenne des comités et associations pour la Palestine. Voilà. Son livre, qui est aujourd'hui à l'honneur, qui est présenté ce soir, s'appelle donc Antisionisme, une histoire juive. Il a été écrit donc, avec Béatrice Orès et Michel Sigoni aux éditions Sileps. Il est sorti en 2023. Donc ce livre est un événement. Pour moi, en tout cas, c'est un événement. Pourquoi? De nos jours, beaucoup croient que les sionistes dans le monde sont dans leur écrasante majorité juifs et que les juifs sont dans leur écrasante majorité sionistes. Et ils l'ont toujours été. On assimile les termes juifs, sionistes et même israéliens. Pourtant, on sait que les sionistes les plus nombreux dans le monde sont les évangélistes et que les origines du sionisme remontent à la première moitié du 19e siècle chez les évangélistes millénaristes et antisémites américains. D'autre part, l'écrasante majorité des Juifs jusqu'à la Seconde Guerre mondiale était antisionistes. Par contre, l'identification entre sionisme et judéité a toujours été un objectif du mouvement sioniste, en vue de remplacer la culture juive par le nationalisme sioniste. Pour l'État israélien, à la recherche d'un soutien international et de l'adhésion des Juifs dans le monde, à son projet, l'identification entre sionistes juifs et israéliens et donc, par voie de conséquence, entre antisionistes et anti-juifs, ou antisémites, revêt une importance politique cruciale. Les alliés d'Israël et certaines organisations pro-israéliennes mènent une campagne pour faire adopter par les différents pays, et même par l'ONU, une définition de l'antisémitisme qui comprendrait une forme de critique de l'État d'Israël. C'est le cas de la définition proposée par l'organisation intergouvernementale pro-israélienne, l'IRA, Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Macron a apporté sa caution à cette entreprise en 2017, lorsqu'il a déclaré devant son ami Bibi, Benjamin Netanyahu, l'antisionisme est la forme réinventée de l'antisémitisme. La résolution Maillard votée par le Parlement français en 2019 va dans le même sens. Dans cet ouvrage, les autrices avancent que le signe d'égalité entre antisionisme et antisémitisme est un déni de l'histoire, une forme de révisionnisme qui veut effacer toute trace de la longue tradition juive, religieuse ou séculière d'opposition à l'idée d'État-nation juive. Elle rappelle, document historique à l'appui, que l'antisionisme a d'abord été une histoire juive et que l'antisionisme juif s'affirme encore aujourd'hui partout, y compris en Israël. Les autrices avancent même que l'antisionisme traverse le judaïsme et la judéité depuis l'émergence du sionisme jusqu'à nos jours. Tandis qu'au regard de l'histoire, le sionisme a constitué une réelle rupture au sein du judaïsme. L'antisionisme, lui, a marqué et marque encore une continuité avec le judaïsme et ses diverses approches, qu'elles soient diasporiques ou israéliennes, religieuses ou séculières. Les courants de l'antisionisme juif sont analysés et classés dans cet ouvrage en 4 principaux courants. Premièrement, le courant religieux. Deuxièmement, le courant patriotique assimilationniste. Troisièmement, le courant marxiste internationaliste révolutionnaire. Et quatrièmement, le courant libéral, démocrate et humaniste. De même, elle propose de distinguer dans la rhétorique des sionistes opposés à la critique antisioniste 5 grandes thématiques: sionisme et judaïsme, sionisme et question nationale, sionisme et antisémitisme,
sionisme et impérialisme, sionisme et après. Les 5 parties de l'ouvrage correspondent à ces 5 thématiques et constituent autant de réponses et d'arguments anti-sionistes juifs exprimés depuis l'avènement du sionisme jusqu'à nos jours, jusqu'à 2020 en gros. Il est donc fait appel à une 50aine de textes d'anti-sionistes juifs. Il s'agit d'intellectuels, de religieux, de résolutions d'organisation, etc. C'est une diversité de voix qui se sont élevées à des endroits et époques différentes, en Europe, en Amérique, en Israël et dans les pays arabes, depuis l'avènement du sionisme jusqu'en 2020. Ce dialogue à travers le temps et l'espace est d'une richesse inouïe. Ce qui est époustouflant lorsqu'on prend connaissance de ces textes, c'est l'extraordinaire lucidité de la plupart d'entre eux. Tout ce qui s'est passé depuis le début du XXe siècle a été prédit à un moment ou à un autre par l'un ou l'autre des auteurs. Beaucoup de drames auraient été évités si on avait écouté certains d'entre eux. C'est un livre riche, un livre de référence pour ceux qui veulent comprendre le sionisme, les origines et les ressorts de ce conflit au Proche-Orient. Voilà, je laisse la parole à Sonia Feynman, qui, je pense, va présenter au début l'Union juive française pour la paix. Merci Abdallah. Abdallah a déjà tout dit, donc je vais essayer de couper un peu ce que j'avais prévu. Oui, donc je m'appelle Sonia Feynman, je suis membre de l'UJFP, plus membre de la coordination nationale actuellement, j'ai arrêté mes porte-paroles de l'UJFP. On est assez démocratique, donc on est plusieurs porte-paroles, même si on n'est pas à la coordination nationale. L'UJFP, c'est, comme son nom l'indique, l'Union juive française pour la paix, qui a été créée en 1994 par quelqu'un qui est Richard Wagman, qui est toujours membre de l'UJFP, il est même président d'honneur. Et depuis, l'association s'est développée d'abord d'une façon assez modeste, et puis en gagnant du terrain et des membres. Du terrain, pas tellement, parce que vis-à-vis de la population juive française, on est très mal vu, on n'arrive pas du tout à se faire comprendre, donc on est assez isolé. Mais nous participons à d'autres mouvements en tant qu'UJFP, parce que nos 2 axes de lutte, c'est le soutien aux droits des Palestiniens, d'une part, et la lutte contre le racisme sous toutes ses formes. Nous considérons que l'antisémitisme, c'est un racisme parmi d'autres, donc on dénonce bien sûr l'antisémitisme, mais on est aussi très mobilisé contre l'islamophobie qui fait des ravages en France et dans d'autres pays, et donc à travers les alliances qu'on a avec le partenariat avec d'autres associations, on est quand même assez reconnu dans le mouvement de soutien à la Palestine et dans le mouvement antiraciste en France. Antiracisme politique, je précise, parce qu'il y a différentes formes d'antiracisme. Voilà, donc je ne vais peut-être pas être plus longue sur l'UJFP, mais si vous avez des questions après, on pourra en parler. Il faut dire, malheureusement, que depuis le 7 octobre, on a eu énormément de nouveaux membres, et d'une façon générale, on s'aperçoit que qui ne sont pas tous juifs, hein, on n'est pas obligé d'être juif pour être à l'Union juive française pour la paix, parce que notre idée, notre mission, c'est de porter une parole juive contre le sionisme, mais pas d'être limité, disons, à des membres juifs. Il y a une association qui s'est créée l'année dernière en excroissance de l'UJFP, mais en rassemblant plus de jeunes, qui s'appelle Tzedek, dont vous avez entendu parler. Alors eux, ça se déclare collectif juif décolonial, et donc ce sont des juifs. Peut-être pas d'autres personnes non juives. Mais bon, on est très proches les uns des autres, on fait beaucoup de choses ensemble, et eux ont l'avantage d'être jeunes, alors qu'à l'UJFP, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Et donc ils se font bien connaître sur les réseaux sociaux, ils ont une certaine popularité dans des publics plus jeunes, donc ça se complète bien. Voilà, moi je fais aussi partie de l'association qui s'appelle ATL Jenin, ce sont les amis du Théâtre de la Liberté de Jenin. Nous participons à la vie de ce théâtre à distance et aussi en présence, parce que par exemple en ce moment ils sont en France, ils font une tournée, malgré toutes les difficultés qu'ils ont, mais je ne vais pas parler de ça ce soir parce que ça nous prendrait trop de temps.
Donc je vais passer à la présentation des différents chapitres du livre, en essayant de ne pas être trop longue, et puis j'écouterai vos questions et j'essaierai d'y répondre après. Donc, comme Abdallah l'a dit, c'est les deux moteurs principaux qui nous ont amenés il y a 4 ans à commencer à travailler sur ce livre, toutes les trois, avec l'aide aussi précieuse de Eyal Sivan, qui est un cinéaste et écrivain, historien israélien qui vit en France, qui a une grande connaissance du domaine et qui nous a beaucoup aidés. Donc on a commencé pour démontrer, si possible, que l'antisionisme, que le sionisme en tout cas n'est pas intrinsèquement partie prenante du fait d'être juif, et qu'au contraire, l'antisionisme historiquement a été plus présent dans la population juive que le sionisme. Et l'autre aspect, c'est de démonter aussi, un peu déconstruire cet amalgame qui est fait entre antisionisme et antisémitisme. Donc on a réuni un certain nombre de textes, on a cherché des textes dans plusieurs langues, on a fait des traductions de l'anglais, de l'allemand, du yiddish, de l'arabe, de l'hébreu, et on a constitué cet ouvrage en écrivant nous-mêmes l'introduction générale et les introductions de chaque chapitre, et tout le reste, ce sont des textes qu'on a trouvés et qui nous semblent particulièrement éclairants et prémonitoires, si on peut dire, parce qu'ils abordent, pour la plupart d'entre eux, des aspects à attendre de la création de l'implantation juive en Palestine qu'on a vu depuis se réaliser. Alors le premier chapitre, qui est intitulé « Sionisme et judaïsme », part du principe que les fondateurs du sionisme étaient des athées. Theodor Herzl, Nordhaus, ce n'étaient pas des gens religieux, ce n'étaient pas des gens empreints de la culture religieuse juive, mais qui ont été alertés par notamment l'antisémitisme qui sévissait dans les pays d'Europe centrale et orientale, et par toutes les discriminations, par les souffrances des Juifs dans ces pays-là. Et disons que ça a été un peu le paravent, ce qui est mis en avant. En réalité, c'était des gens qui se sont dit, bon, les Juifs ont besoin d'être à l'écart, parce qu'ils souffrent de l'antisémitisme, donc au lieu de lutter contre l'antisémitisme là où ils sont, ça a été l'idée de les mettre à part entre eux. Et pas forcément, l'idée de la Palestine est arrivée pas en premier. Au début, le premier congrès juif s'appelait congrès sioniste mondial, qui s'est tenu à Bâle en 1897. L'idée, c'était ça, de réunir les Juifs quelque part. Alors, il y a eu des idées que ça pouvait être en Argentine, en Ouganda, je ne sais pas où encore. C'est ensuite au troisième congrès que le renversement s'est fait entre cette idée simple de réunir les Juifs quelque part et de faire appel à la tradition religieuse, qui n'était pas la leur, mais qu'ils connaissaient quand même, et qui a pu être un outil utile à ces fondateurs du sionisme pour amener les Juifs, surtout d'Europe centrale et orientale, mais d'autres également, en Palestine. Et c'est ensuite, au 5e congrès, que le choix de la Palestine a été arrêté. Vous voyez, ça a mis quelques années. Mais donc, c'était en se revendiquant d'une tradition religieuse qu'ils n'avaient pas. Donc, on voit, bon, c'était un peu bancal. Et c'est pour ça aussi qu'au début, ça n'a pas tellement pris. Il y a eu immédiatement une levée de boucliers, enfin immédiatement et dans les années qui ont suivi, des levées de boucliers tant de la part de religieux que d'athées, ou de gens qui étaient simplement dans une tradition juive culturelle mais pas religieuse, contre cette idée de rassembler les Juifs. Où ça, en Palestine, pourquoi et donc le sionisme va essayer de se présenter comme l'aboutissement naturel du judaïsme, en disant pendant 2000 ans les Juifs ont été écartés de leur patrie, de leur terre, et ils ont le droit d'y retourner. Et ça apparaît à l'époque comme une rupture vraiment dans l'état d'esprit des Juifs dans le monde. Alors, comme l'a dit Abdallah aussi, ce mouvement a été encouragé très fortement par les évangéliques qui, depuis, d'ailleurs, se sont énormément développés dans le monde, notamment aux États-Unis où ils sont des millions. Et ce sont des sionistes de fait antisémites, parce que leur idée, leur théorie, c'est que
il faut faire revenir tous les Juifs en Palestine et les convertir pour que le Messie advienne. Et donc, ils se sont portés au secours et à l'appui du sionisme, parce qu'à l'heure actuelle encore, enfin maintenant, pas seulement au début, mais maintenant, ils financent les colonies illégales en Cisjordanie et plein d'autres choses. Donc c'est non seulement un soutien à l'installation sioniste en Palestine, mais c'est aussi à l'origine, c'est eux qui ont exprimé la première idée du retour des Juifs, de ce qu'ils appellent le retour des Juifs en Palestine. Contre ça, on a vu très vite donc des manifestations opposées à cette idée. Il y a un texte qui est célèbre, qui apparaît dans le livre, qui s'appelle La plateforme de Pittsburgh, qui a émané d'un rassemblement de rabbins en Amérique, un groupe de rabbins américains qui était fondateur du judaïsme réformé, qui s'est beaucoup développé aux États-Unis ensuite. Mais eux, en fait, quand je dis très vite, c'était même avant la création officielle de ce mouvement sioniste, puisque c'était 12 ans avant, en 1887, qu'ils ont publié cette déclaration où ils affirment que les Juifs sont une communauté religieuse et non une nation, et que donc l'idée d'un État juif n'a pas de consistance. En 1897, l'année donc du premier congrès, on a aussi comme exemple le rabbin Isaac Mayer Wise à la conférence centrale des rabbins américains qui se déclare résolument opposé à l'entreprise de Herzl et qui parle lui du sionisme comme un épisode désagréable de notre histoire. Alors il y a beaucoup d'autres textes, je ne les cite pas tous, mais dans le livre, je signale par exemple au passage Amnon Ras Krakotskine, qui est un historien israélien antisioniste, qui participe ou qui a participé à des mouvements comme Brit Shvion, Daila Kibush. Et en 2007, il a rappelé que l'idée du retour, entre guillemets, d'Israël sur sa terre fut formulée en premier par les millénaristes protestants. Donc c'est un de ceux qui a éclairé dans les années 2000 cette origine du sionisme. Et pour eux, effectivement, comme je disais, le retour de tous les Juifs en Palestine conditionne la venue du Messie. On dit même que si les Juifs refusent de se convertir, ils seront éliminés. Alors il y a d'autres penseurs dans ce premier chapitre, Mark Ellis, Yaakov Rapkin. Si vous avez le livre, vous pourrez découvrir des analyses très fines sur l'évolution politique en Palestine-Israël et sur l'histoire de l'opposition juive au sionisme. Alors je passe au chapitre 2, sionisme et questions nationales, et c'est intimement lié. D'ailleurs, on a mis des textes les uns dans un chapitre, les autres dans un autre, mais quelquefois on pourrait permuter, parce que ces deux questions, la question nationale et le judaïsme, face au sionisme, sont très proches, parce que c'est l'un et l'envers de l'autre, c'est-à-dire ceux qui revendiquent un État, ceux qui disent que les Juifs sont une nation qui doit doit avoir un État comme tous les autres peuples, comme toutes les autres nations, s'opposent à ceux qui disent mais non, nous sommes une communauté religieuse, on n'a pas à avoir un État. Certains, il y a d'autres positions d'ailleurs, je vais y venir après. Alors, donc là aussi, c'est l'idée que le peuple juif devienne une nation, s'assume en tant que nation et qu'il reprenne de cette manière sa place dans l'histoire. Alors, il y a plusieurs tonalités dans l'opposition à cette idée de nation juive. Par exemple, les orthodoxes refusent le remplacement du judaïsme par le nationalisme et où ils disent le peuple d'Israël, ce qu'on appelle en hébreu l'Eretz Israël, devient la nation juive. Donc ils sont opposés à ça en disant que le nationalisme est contraire au commandement de la Torah. Les religieux libéraux, qui sont différents dans leur orientation, mettent en avant, pour leur part, qu'un État exclusivement juif est contraire aux principes démocratiques de liberté, de justice et d'humanité. Vous voyez, c'est des religieux libéraux qui sont plutôt dans les pays anglo-saxons et qui développent cette idée de citoyenneté possible dans les pays et donc de démocratie. Et il y a des juifs assimilés qui sont ni religieux orthodoxes ni religieux libéraux, mais qui ne veulent surtout pas être exclus des pays où ils vivent, ce qu'ils voient comme un danger si l'État juif se crée. On pourrait dire dans ces différents pays, allez-y, allez chez vous et ne restez pas nous embêter ici. C'est un peu trivial ce que je dis, mais bon, c'est un peu une crainte qui existait. Et donc, un exemple de cette tendance, c'est quelqu'un qui était ministre du gouvernement de Lloyd George
en 1917 en Angleterre, au Royaume-Uni, et qui s'appelait Sir Edwin Montagu. C'était le seul ministre juif du gouvernement, et c'est lui qui a dénoncé ce gouvernement comme antisémite, notamment parce que Balfour, qui était un des ministres, avait réussi à faire cette fameuse déclaration Balfour, disant qu'il y aurait, s'engageant à ce qu'il y ait un foyer juif en Palestine. Et donc Montagu s'est opposé à ça, et avec lui un certain nombre de gens. Alors, dans ce chapitre, il y a plusieurs écrits importants, enfin ils sont peut-être tous importants, mais j'en cite 2 ou 3 au passage. Julius Kahn, par exemple, qui est un historien juif aux États-Unis, qui avait en 1919 adressé avec d'autres personnalités juives une protestation à la conférence de la paix de Paris en disant que les Juifs ont cessé d'être une nation il y a 2000 ans, l'autoségrégation du projet sioniste est donc dénuée de sens. Et je peux vous lire un court passage d'ailleurs pour le citer plus précisément. Alors, il s'exprimait en disant que les Juifs soient considérés comme une race ou une religion, il est contraire aux principes démocratiques au nom desquels la guerre mondiale a été menée, de fonder une nation sur l'une de ses bases ou sur les deux. L'Amérique, l'Angleterre, la France, l'Italie, la Suisse et toutes les nations du monde les plus avancées sont composées de représentants de plusieurs races et religions. Leur gloire réside dans la liberté de conscience et de culte, dans la liberté de pensée et de tradition qui lie les fidèles de foi diverses et de civilisations variées dans le nœud commun de l'union politique. Un État juif implique des délimitations fondamentales concernant la race et la religion, sans quoi le terme juif ne signifie rien. Unir l'Église et l'État en quelque façon, comme sous l'antique hiérarchie hébraïque, constituerait un saut en arrière de 2000 ans. Il y a eu, au début du XXe siècle, la création d'un syndicat qui s'appelait le Bund, un syndicat des ouvriers juifs de Russie, Pologne et Lituanie, qui s'est créé pour défendre les droits au travail et dans la vie des ouvriers juifs, mais en même temps dans une démarche internationaliste, parce qu'ils étaient marxistes, et donc eux se sont tout de suite opposés au sionisme, mais ils sont restés dans le débat avec les sionistes pendant toute cette période, en insistant sur l'importance de la lutte des classes, contraire tout à fait à l'idée du sionisme, qui voulait globaliser, essentialiser la population juive et oublier les luttes de classe. Et en même temps, on a aussi, enfin je dis à cette époque, mais je fais des sauts d'ailleurs dans le temps, parce que certaines citations sont anciennes, d'autres plus récentes. Par exemple, Hannah Arendt, en 1945, a dénoncé la rupture entre les forces révolutionnaires d'Europe et le sionisme, qui s'est aligné, disait-elle, sur les forces impérialistes. Donc elle a été très claire là-dessus et s'est opposée. À la fin de sa vie, elle était peut-être moins résolument antisioniste, mais à ce moment-là, en 1945, au sortir de la guerre, elle a été très nettement critique de l'entreprise sioniste. Je pourrais citer, alors il y a plusieurs auteurs, Moshe Menouin, qui est le père du violoniste, qui a été aussi un fervent antisioniste, alors qu'il est né, il a passé sa jeunesse, il est né en Biélorussie, et il a passé sa jeunesse comme hassidique, c'est-à-dire juif très pieux, très traditionnaliste. Puis il est parti en Palestine, où il a découvert qu'il n'était pas du tout d'accord avec ce qui se passait, et il est ensuite allé aux États-Unis, où il s'est élevé contre ce racisme du peuple élu, comme il disait. Je pourrais citer aussi Daniel Boyarin, qui est un Américain qui, en 2020, a déclaré « Il y a une nation juive, mais c'est une nation de la diaspora ». Et c'est ce que je voulais dire juste avant, quand je disais il y a d'autres approches de la question nationale, parce que il y a ceux qui opposent à l'idée de nation, l'idée de tradition culturelle, religieuse, et puis lui et quelques autres qui défendent l'idée d'un peuple diasporique, en disant au moment de la destruction du temple des Hébreux, la population des Hébreux de l'époque s'est répandue un peu partout, et depuis c'est ça les Juifs, c'est la diaspora. Et donc c'est ni une nation, c'est une nation, c'est quelqu'un d'autre, je vais y venir après, qui parle d'une nation étatique.
Le chapitre 3, sionisme et antisémitisme. Alors le sionisme a été présenté, bien sûr, la création du sionisme et plus tard de l'État d'Israël comme une solution à l'antisémitisme, le refuge pour tous les juifs du monde contre les persécutions. Et les critiques ont été perçues comme des attaques directes contre les juifs et donc comme antisémites. Mais le mépris des fondateurs pour les masses juives pauvres a été patent. Herzl, c'était un journaliste bourgeois, intégré dans la société viennoise, intellectuel, parfois antisémite, qui n'avait que mépris pour les masses juives auxquelles il prétendait offrir un refuge. Donc ça n'a pas été vraiment... et il n'a pas cherché à lutter contre l'antisémitisme, mais simplement à rassembler des juifs. D'ailleurs, Pierre Stamboul, qui est un de nos membres de l'UJFP, qui a écrit beaucoup de livres, dans une des dernières formations qu'il a faites, il a dit « Ils n'ont pas combattu l'antisémitisme, ils vont s'appuyer dessus ». Et ça, c'est ce qu'on voit encore jusqu'à aujourd'hui, j'y reviendrai aussi. Et là, donc cette stratégie qui vise uniquement à attirer les Juifs en Palestine ne s'est pas développée comme une des possibilités de lutter contre l'antisémitisme dans le monde. Ça a été abandonné. D'autre part, enfin pas d'autre part, mais en plus, le sionisme s'est objectivement aligné sur des politiques antisémites d'États qui voulaient ou qui veulent encore parfois se débarrasser des Juifs. On observe donc une alliance objective non pas entre antisémitisme et antisionisme, mais entre sionisme et antisémitisme. Par exemple, le séparatisme sioniste tend à exclure les Juifs des pays où ils vivent et de leur citoyenneté dans ces pays. Et ça instaure donc un clivage raciste. Il y a un autre aspect qui est critiquable et qui est critiqué dans le sionisme, c'est le fait d'avoir voulu créer un juif nouveau, en ayant cette image des juifs d'Europe centrale qui courbaient l'échine, qui se sont laissés discriminer, opprimés, et en disant, là, ça sera des hommes nouveaux qui auront de la force, qui cultiveront la terre, qui feront fleurir le désert, enfin tout ce qu'on a entendu. Mais en plus, c'était unifier des populations très différentes, parce que des Juifs qui sont venus peupler la terre de Palestine, qui est devenue ensuite Israël en partie, c'était des gens qui venaient, de Russie, Pologne, Lituanie, Roumanie, Biélorussie, mais aussi du Moyen-Orient, des pays du Maghreb, et même d'Angleterre, et après plus tard des États-Unis, de France, d'Allemagne, etc. Donc c'est des gens qui arrivaient avec leur propre culture. Alors ils étaient tous juifs, d'accord, mais ils avaient des façons de pratiquer la religion s'ils la pratiquaient, ou de vivre leur judéité différentes. Et là, il a fallu amalgamer tout ça et y créer une unité, ce qui n'a pas été totalement réalisé. Je ne sais pas si vous avez lu, par exemple, le texte autobiographique de Ilan Pappé, l'historien israélien qui s'est exilé en Angleterre, parce qu'il était trop opposé et trop en opposition à ses collègues de l'université. Il enseigne depuis en Angleterre. Il a écrit un texte où il raconte comment la vie qu'il a eue enfant chez ses parents qui venaient d'Allemagne, ça recréait complètement un milieu d'intellectuels allemands en Israël. Donc c'est en ce sens aussi qu'on dit que Israël c'est un pôle européen dans un Moyen-Orient qui n'a rien à voir. Et donc je ferme cette parenthèse Ilan Pappé pour dire que pour certains ça a été très difficile, notamment il y a des témoignages de juifs irakiens ou des pays du Moyen-Orient qui ont été très malmenés, et même ceux qui parlaient yiddish. Il y a eu des périodes de tentatives d'interdire le yiddish, le judéo-espagnol, le judéo-arabe, etc. Et bon, le melting pot, ça n'a pas été sans mal, et ça a fait mal à un certain nombre de gens. Donc là, dans ce chapitre, il y a notamment un article de... non, pardon, je crois que c'est pas dans ce chapitre, j'y reviendrai après. Il y a des articles alors de Karl Kraus, un écrivain viennois, qui a défendu l'assimilation en Autriche contre les sionistes et les antisémites. La revue américaine du judaïsme réformé, qui s'appelait l'Israélite américain, a été très
prolixe comme celle qui était en Angleterre, qui s'appelait la Chronique juive au début du XXe siècle, qui ont milité pour une citoyenneté de plein droit des Juifs dans les pays où ils étaient, et donc, plutôt qu'un État juif, militer, lutter s'il le faut, pour que les Juifs soient reconnus comme des citoyens de plein droit. Henrik Ehrlich, qui était un des dirigeants du Bund, donc le syndicat dont je parlais, qui a rejeté le sionisme très explicitement, et en disant toute solution de la question nationale basée sur un territoire est inappropriée au nom de l'internationalisme. Et on a dans ce chapitre des textes de Michel Warszawski, que vous devez connaître de nom. Il était français, il est parti dans les années 60 en Israël, où il est devenu antisioniste. Daniel Ben Saïd, un ancien dirigeant trotskiste. Et puis Hila Dayan, une universitaire, j'allais dire hollandaise, non, elle est israélienne, mais exilée aux Pays-Bas, qui a écrit un texte très intéressant. Le chapitre 4, sionisme, impérialisme, colonialisme, explique comment il y a un glissement à la fin du XIXe siècle autour de la constitution des empires coloniaux européens. Donc, que Israël se greffe un peu sur cette tendance à pratiquer le colonialisme, qui était vraiment complètement intégré aux politiques des pays impérialistes coloniaux comme la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Et c'est dans cette mouvance que les sionistes s'engagent vers la création d'un État colonial. Et d'ailleurs, je peux vous lire quelques mots de Ben Gurion, qui était le premier président, et qui a très bien dit, enfin très bien, qui a reconnu qu'ils étaient dans une situation coloniale, en disant « Ne nous racontons pas d'histoire. Politiquement, nous sommes les agresseurs et ils se défendent. C'est leur pays parce qu'ils y habitent, alors que nous voulons venir ici et coloniser. Et de leur point de vue, nous voulons nous emparer de leur pays. » C'était très clair, il était tout à fait lucide, mais il a revendiqué ça. Donc, il a reconnu que les Palestiniens, qu'il ne nommait pas Palestiniens, c'était les Arabes, et il a reconnu qu'ils étaient chez eux, qu'ils avaient des droits à défendre, et que ça allait être la guerre. C'est parce que c'est comme ça qu'ils les ont. Il y a aussi une citation très connue de Moshe Dayan, qui était un chef militaire israélien, qui a, je ne l'ai pas en tête exactement, mais qui a aussi reconnu d'une certaine manière que les Palestiniens étaient obligés de lutter contre l'invasion juive, si on peut dire, et bon, ça ne les a pas empêchés de continuer à poursuivre la Nakba qu'ils ont commencé en 1947. Donc, le sionisme, présenté comme un mouvement de libération nationale, était en fait un colonialisme. Et les antisionistes, par rapport à ça, s'attachent surtout à démasquer les stratégies impérialistes à l'œuvre, comme celle du Royaume-Uni. Et là, le Bund aussi a une analyse très claire, dont je vais vous donner quelques mots. Il était d'une irréflexion sans borne d'imaginer que la déclaration Balfour était la manifestation d'un éclat d'amour soudain pour les Juifs, pour le peuple de la Bible, entre guillemets, et non une escroquerie ordinaire de la politique impérialiste anglaise. En 1917, la déclaration Balfour était nécessaire à l'Angleterre pour gagner la sympathie des Juifs du monde entier et surtout pour donner une base idéaliste à l'obtention du mandat sur la Palestine. La déclaration Balfour garantissait un afflux conséquent de capitaux juifs vers la Palestine miséreuse. Elle donnait à l'Angleterre une assise en Palestine, même, dans une minorité juive dévouée car totalement dépendante d'elle. Et alors, face à ce développement du sionisme lié aux impérialistes principaux de l'Europe, on a plusieurs textes, notamment Hans Kohn, qui était un des fondateurs de Brit Shalom. Alors Brit Shalom, c'est un groupe sioniste qui n'était pas antisioniste, mais qui était très attaché à l'idée de créer une alliance avec la population qui était là, c'est-à-dire les Palestiniens. Et dans les années 20, autour de 1925 surtout, il y a eu un débat très vif
dans les immigrants juifs, enfin disons dans les leaders juifs de l'époque en Palestine, entre donc Brit Shalom qui voulait un État binational, une alliance avec tenir compte des gens qui étaient là tout simplement, et alors entre eux et les tenants d'un colonialisme dur, se revendiquant, s'assumant complètement. Et finalement, entre les deux, il y avait aussi ce qu'on appelle les sionistes révisionnistes, dirigés par Jabotinsky, qui étaient alors eux vraiment extrême droite, comme on en voit beaucoup aujourd'hui. Donc le débat c'était un peu entre les trois, ou plutôt entre les révisionnistes et Brit Shalom, qui veut dire l'Alliance pour la paix. Et finalement, c'est la voie médiane, on peut dire, les sionistes autour de Ben Gurion, etc. Et puis ensuite d'autres qui ont pris la direction et qui ont été ceux qui ont vraiment créé l'armature de l'État sioniste. Donc Hans Kohn, qui était historien et juriste, a écrit de nombreux ouvrages où il revient là-dessus. Et il a quitté lui aussi, il a commencé en étant sioniste et il était même un des dirigeants du Keren HaYesod, qui était le fonds pour acheter les terres. Mais en 1919, il se sépare carrément du sionisme et il quitte la Palestine, il part aux USA. Donc avant la création de l'État d'Israël. Il y a eu ce mouvement, les gens de Brit Shalom, pas seulement lui, mais d'autres qui ont quitté le pays à ce moment-là par désaccord politique sur ce que devenait le sionisme, enfin sur ce quoi il s'affirmait. On peut faire des rapprochements avec la situation aujourd'hui où il y a des opposants assez nombreux qui quittent Israël parce qu'ils ne peuvent plus supporter ce qui se passe depuis le 7 octobre. Alors des textes dans ce chapitre, il y en a plusieurs, très riches, par exemple, et notamment des juifs arabes du Moyen-Orient, un texte de la Ligue pour la lutte contre le sionisme de juifs communistes d'Irak en 1945. Il y a un texte dans le livre où il est écrit « Un État juif au sein du monde arabe servirait les intérêts de l'impérialisme et de la bourgeoisie juive ». Donc eux très opposés à ça. Un autre, Youssouf Aroun-Zilha, qui était président de la Ligue communiste juive d'Égypte, qui a fustigé le projet sioniste comme voulant faire de la Palestine une base militaire britannique et ainsi consolider l'influence coloniale dans les pays arabes. Abraham Serfati aussi est cité, il a un texte dans ce chapitre. Lui, c'est un militant marocain qui a passé très longtemps dans les prisons de Hassan II et qui est sorti après mais qui est mort. Il a rejoint un antisioniste français, Emmanuel Lévin, qui était un spécialiste de la Kabbale, antisioniste. Dans une lettre, et il y a dans ce chapitre une lettre d'analyse du sionisme comme crime contre le judaïsme et contre toute l'humanité. Ils n'étaient pas forcément d'accord sur tout, mais ils ont un peu élaboré tous les deux ensemble. Et puis il y a un texte de Maxime Rodinson, très connu, de Maurice Reichfuss, d'Ilan Pappé également. Et j'en viens au dernier chapitre, qui s'appelle « Sionisme et après ». Donc là, ça n'est plus sur un des thèmes maniés par le sionisme et auquel l'antisionisme répond, mais sur des perspectives pour imaginer ce qui pourrait se passer dans une pensée antisioniste qui critique donc l'existence en tant que telle d'Israël. Il y a eu beaucoup de débats, donc je le disais, dans les années 20 entre Brit Shalom et d'autres, et donc Brit Shalom qui était pour le partage dans l'État binational. Ils ont été vaincus, et c'est l'idée de partition qu'il a emporté avec le vote à l'ONU le 29 novembre 1947 du partage de la Palestine, un partage tout à fait inégal, sans parler, évidemment, on n'en était pas encore aux colonies qui ont complètement annihilé la Palestine, mais là c'était déjà 58% du territoire donné à la population juive, qui ne représentait que 30% de la population locale, et ça avait évidemment beaucoup augmenté par rapport à avant, où il y avait des juifs en Palestine, mais très minoritaires. Là, ils étaient déjà 30%, mais que 30% quand même, et le partage donnait 42% à la population palestinienne, donc qui eux étaient les 70% présents. Donc évidemment, les Palestiniens ont refusé ce partage, et il y a eu la guerre 47-48,
qui a donné lieu au début de la Nakba, parce qu'on en est venu maintenant à considérer que la Nakba, c'est pas seulement d'avoir chassé 750 000 Palestiniens de leur ville et de leur village, mais que ça a continué tout du long et qu'on est dans un épisode épouvantable maintenant de la poursuite de la Nakba. Il y a quand même eu 150 000 Palestiniens qui ont pu rester tout en fuyant leur domicile, qui ont pu rester quelque part en Palestine, enfin dans ce qui est devenu Israël, et qui ont été sous régime militaire jusqu'aux années 1966. Donc ça a été vraiment, on sait, ça a été très dur, c'est là que vraiment prend sa source la résistance palestinienne, ce que souvent, même dans les mouvements de soutien à la Palestine, on ne sait pas très clairement, parce que pendant longtemps, bon un peu moins maintenant, mais pendant longtemps, on voyait les groupes militants lutter contre l'occupation depuis 1967. Et il a fallu beaucoup argumenter pour dire mais le problème il n'est pas né en 67. Comme aujourd'hui on dit le problème il n'est pas né quand les combattants palestiniens ont crevé la barrière et ont attaqué le 7 octobre. Le problème remonte à la création, au développement du sionisme et donc on peut dire le point nodal ça a été la création de l'État en 1948, même si on remonte aussi avant. Et ça c'est important parce qu'il faut montrer le sens des choses et pas seulement des épisodes qui ont l'air de sortir de on ne sait quoi. Là ça a été vraiment l'écrasement des Palestiniens et à partir de là on peut, et à la faveur aussi de ce qui s'est passé depuis et encore aujourd'hui, on a fait appel, enfin on a recueilli là plusieurs textes d'intellectuels ou de militants politiques qui ont presque tous envisagé une transformation radicale de la situation actuelle. On ne peut plus imaginer qu'Israël continue d'exister tel qu'il est. Et donc, à l'intérieur de ces idées qui sont toutes centrées sur l'idée du droit des Palestiniens et d'une transformation radicale, je vais vous citer quelques nuances. Par exemple, Tony Judt, un historien américain, comme d'autres, défend l'idée d'un État binational. Et en 2000, il a parlé de la nécessité de l'émergence d'une nouvelle classe politique, aussi bien parmi les Juifs que parmi les Arabes. Donc l'idée d'un renouveau des deux côtés pour arriver à concocter ensemble quelque chose d'autre. Moshe Béar, qui est un Israélien né en Égypte, a prédit en quelque sorte en 2020 qu'Israël n'en resterait pas à l'apartheid, parce qu'il y a eu tous ces débats depuis quelques années, apartheid oui, apartheid non. Bon, lui il dit c'est un fait, l'apartheid, on n'a plus besoin d'en douter, mais ça ne va pas suffire à Israël. Israël va poursuivre des déplacements massifs de population, c'est pas la peine de commenter. Judith Butler, que vous connaissez sans doute, qui est une philosophe américaine, qui est venue récemment faire des conférences en France, elle répond elle s'exprime sur ces perspectives en parlant de la dissolution du sionisme. Je vais vous dire les mots exacts qu'elle emploie. Elle dit « Je suis convaincue que l'on peut redécouvrir, pour ainsi dire, des préfigurations historiques du post-sionisme, antérieures au sionisme, ou élaborées dans le cadre des premières versions du sionisme. Par post-sionisme, j'entends une invitation à la dissolution du sionisme par ceux-là même qui furent formés dans le cadre de sa matrice culturelle. » Et donc ça c'est assez important, parce que beaucoup d'antisionistes maintenant se réfèrent à ça, c'est-à-dire une dissolution du sionisme. On ne peut pas imaginer, même si c'est difficile d'imaginer une transformation, mais on ne peut pas imaginer qu'Israël décide gentiment, finalement, un jour, de donner des droits supplémentaires aux Palestiniens et que ça soit la paix, les droits. Non, elle dit, et on est beaucoup à suivre cette idée, il faut que ça soit un changement radical. Ça ne peut pas être simplement Israël qui devient différent, c'est un autre État qui se crée à cet endroit, avec les participations des Palestiniens, justement. Et il y a aussi, alors à peu près dans la même partie là, du livre, un couple, Ariela Isha Azoulay et Adi Ophir, qui vont même plus loin en disant que chacun des partis
Le nouvel État, par exemple, n'a pas besoin d'être créé d'un seul coup, dans un acte historique de fondation à partir d'un supposé accord commun de tous les citoyens. Il suffit que l'État d'Israël et l'autorité palestinienne ou l'État palestinien qui sera constitué, ils écrivent ça il n'y a pas très longtemps, mais je ne sais plus quelle année, en 1998, oui, ça fait déjà un certain temps. Donc il n'y a pas de raison qu'ils se mettent d'accord pour renoncer à leur souveraineté sur tout le territoire et dans tous les aspects de la vie, territoire sur lequel sera créée une société civile qui choisira de vivre sous les principes d'un État anational. Voilà le terme que je cherchais tout à l'heure, un État anational. Donc c'est pas binational, c'est pas uninational, c'est anational. Alors les héritiers de Brit Shalom, qui n'existent plus, on peut dire, ce sont par exemple Eyal Sivan et Eric Hazan. Eric Hazan, cet éditeur, écrivain qui vient de mourir, ils ont écrit ensemble un livre qui s'appelle Pour un État commun. Et pour eux, la thèse de la partition en deux États n'est pas une solution, mais un discours de guerre drapé dans une rhétorique de paix qui permet de justifier les faits accomplis comme ceux à venir. Il existe déjà un État unique, disent-ils, mais il n'est pas commun. Donc il faut le transformer en un État commun à tous ses citoyens, libres et égaux devant la loi. Il y a un texte aussi important de Marcel Oswirsky et Ronen Ben-Arié qui parle de renoncer au sionisme et de se mettre sous la direction des colonisés. C'est leur conclusion d'une analyse de la destruction par le sionisme du mode de vie longtemps partagé par juifs et arabes dans la Palestine pré-sioniste. Et ça aussi, c'est une dimension importante, de retourner à l'ère qui a précédé ce juif nouveau qui a tout globalisé. Et ils rappellent dans leur livre et dans le texte qui en est issu ici qu'il y avait une cohabitation assez simple entre les Juifs et les Palestiniens avant l'ère sioniste. Et donc ils disent il faut revenir, se mettre sous la direction des colonisés, c'est-à-dire des Palestiniens. Et pour finir sur une note historique, je vous livre la pensée de Joël Kovel, qui est un historien, qui a écrit « Le sionisme a été un mauvais tournant dans l'histoire du peuple juif. Il a entraîné une dégradation spirituelle, éthique et intellectuelle. Il ne représente nullement l'alpha et l'oméga du judaïsme et sa disparition pacifique peut annoncer un grand renouveau du peuple et de sa culture. » Merci à Sonia Feynman pour cette présentation, cette belle présentation. Maintenant, je passe la parole à la salle. Si vous avez des questions, c'est le moment. Bonjour, ce sera ma seule question. Donc je vais prendre 2 minutes pour la mettre en contexte. Je vais rebondir sur votre premier commentaire concernant ces lois que certains voudraient faire passer aux Nations Unies, entre autres, qui mettraient l'antisionisme et l'antisémitisme au même niveau. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Vous avez parlé de M. Macron. M. Macron n'a été que le perroquet de M. Joe Biden. Il répète essentiellement ce que dit M. Biden ou M. Blinken avec 48 ou 36 heures de délai. Alors il faut savoir que cette loi, ce projet de loi, est déjà passé au Sénat. Donc c'est une loi qui a été soumise, comme vous l'avez dit, par l'Association pour la mémoire de l'Holocauste. Cette loi est passée au Sénat avec une opposition quand même d'au moins 20 sénateurs républicains et d'à peu près 60 ou 70 sénateurs démocrates. Parmi eux, des juristes, des élus juifs importants. Ils ont fait savoir à M. Joe Biden que le projet de loi est déposé sur son bureau, il est passé au Sénat, c'est à lui de l'entériner ou de ne pas l'entériner. On a voulu lui faire savoir, donc, que si ce projet passait, comme vous l'avez dit vous-même, certains juifs, les juifs orthodoxes entre autres,
était passible de condamnation. Il devenait antisémite pour avoir critiqué Israël. Or, ce que je vois, c'est qu'il y a eu 700 signatures aux États-Unis pour avertir M. Biden du danger. Certains intellectuels européens se sont joints à cette signature, et nous sommes d'autant plus concernés que les lois américaines, comme vous le savez, sont extraterritoriales. Donc si M. Biden, qui se dit sioniste, il l'a dit très clairement, il a dit « je suis sioniste, même juif de cœur », si M. Biden venait à signer cette loi, la loi américaine étant extraterritoriale, moi, par exemple, si je fais un mauvais commentaire dans le sens de cette loi, je peux être arrêté aux États-Unis. Ou alors, même en restant en France, j'ai un petit business, une paye d'affaires, je ne peux plus faire de transactions. Et ce qui me surprend, ou ce qui m'interroge, c'est qu'il y ait des intellectuels européens, pas très nombreux, qui ont co-signé avec les juristes, les intellectuels, les élus américains, et par contre, ici, on n'en parle absolument pas. Donc, ma question est, d'après vous, d'où vient, comment expliquer cette indifférence à quelque chose qui va bien au-delà du simple commentaire de monsieur Macron? Comment se fait-il qu'ici, il y ait cette absence de conscience du danger, et conscience qui est prise en compte au plus haut niveau aux États-Unis, et ici, on laisse passer. Et si je peux me permettre, j'ajoute un tout petit volet en 30 secondes, que vous ne trouverez pas trop méchant, j'espère. Vous avez beaucoup parlé, vous avez dit beaucoup de choses. Le mouvement que vous représentez existe depuis longtemps, mais dans un certain sens, on peut voir qu'il est inaudible. On peut voir que tous ceux qui critiquent, tous ceux qui sont blessés, tous ceux qui souffrent ou qui sont simplement révoltés par ce qui se passe, sont purement inaudibles. Le rouleau compresseur continue à avancer. Donc ma question est pourquoi et comment faites-vous pour continuer malgré tout cela? On va peut-être prendre deux ou trois questions. Bonjour, alors ma question elle est faite, est-ce qu'il existe un magazine sur votre actualité? Un magazine, une presse pour une dynamique de communication. Vous voulez dire, est-ce que nous on édite un magazine? Oui, est-ce que vous éditez un magazine? Vous faites vous tout seul un magazine avec un regroupement de journalisme nouveau ou ancien, pas de communication propre à des articles, et puis avoir une communication sur des articles qui sont hors sujet, ou qui peut être aussi sur une conférence intéressée, sur une réunion comme aujourd'hui, mais en après-midi, il peut y avoir, pourquoi pas écouter, ou pourquoi pas aussi une dynamique de journalisme dans le domaine sonore, et pourquoi pas visuel, comme des projections aussi, d'événements sablons. Bonsoir, moi j'aurais une question. Pourquoi est-ce que lorsque l'on parle de peuple sémite, on pense directement aux Hébreux alors qu'il y a les Phéniciens, les Arabes et d'autres peuples? Oui, je voulais vous poser comme une question sur comment selon vous, ce serait important que vous puissiez développer, comment selon vous, l'État israélien a pu rabattre la question de la judéité, pratique religieuse, croyance, sur l'érection de la nation israélienne comme support unique de l'expression de la judéité internationale. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire croire que judéité et soutien à Israël c'était deux choses totalement liées. Et comme si cette réflexion qui
parsème le livre, à savoir les réflexions sur la nature du sionisme et le danger que représente le sionisme pour la judéité, a été complètement gommé. J'aimerais bien que vous puissiez développer sur les étapes qui ont pu participer à cette mascarade. Je vais déjà répondre à ces questions. Enfin, essayer de répondre. Je vais prendre à revers. Donc la dernière question, je vais commencer par là. Comment se fait-il que les sionistes aient pu rabattre la judéité vers l'idée de nation? Il y a peut-être plusieurs raisons, plusieurs facteurs, mais un des principaux, c'est que les tenants du sionisme au départ se sont vraiment greffés sur la pratique et sur l'idée, la théorisation de l'idée de nation. Enfin, c'était la théorisation de la nation au XIXe siècle était une pensée hégémonique et donc ça les a influencés, ça les a opportunément aidés pour créer cette idée de nation, et ça a eu un certain écho. Alors comme j'ai dit, pas immédiatement dans toute la population juive du monde qui trouvait ça pour différentes raisons assez absurdes, mais petit à petit ça a fait son chemin, et évidemment ça a triomphé après le génocide des juifs par les nazis, parce qu'alors là, encore plus, les pays, notamment les pays occidentaux, se sont... là aussi, pour eux, ça a été une occasion, une opportunité de dire parce que vous savez qu'il y a eu des bateaux pleins de réfugiés sortis des camps de concentration qui ont été mal baladés dans le monde entier, que personne n'en voulait, que les États-Unis ont arrêté l'immigration après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est aussi pour ça que cette idée a pris. Ça peut paraître surprenant, mais effectivement, ça a énormément choqué au début les religieux et même des gens plus assimilés, moins religieux, mais petit à petit, ça a pris parce que c'était dans l'air du temps et c'était du côté des puissants. Peut-être que ça n'explique pas tout, mais je pense que c'est un élément important. Alors, sur les peuples sémites, ça n'existe pas des peuples sémites. On dit qu'il y a des langues sémites, mais c'est une erreur de parler de peuple sémite. Bon, c'est pas très grave parce que finalement tout le monde en parle. Et puis quand on dit antisémitisme, on pense qu'on parle que des juifs. Alors effectivement, il y a un décalage, ça ne va pas. Mais on ne devrait pas dire antisémitisme. Alors du coup, qu'est-ce qu'on dit? Si on dit judéophobie, ça renvoie plus à la religion, à la tradition du judaïsme. Donc le terme d'antisémitisme, il a été adopté depuis longtemps et on ne s'en débarrasse pas. Mais en tout cas, vous avez raison de dire qu'il y a des parentés, en tout cas, entre tous ces peuples de Palestine, du Liban, enfin de tout ce qui était la grande Syrie avant la partition. Mais bon, il y a des défauts qui se prennent et qui s'incrustent et à peu près on ne peut plus en sortir. Est-ce qu'on a un magazine UJFP? Non, on n'a pas de magazine. On est une petite association avec quelques centaines de membres en France et beaucoup de gens qui sont membres mais qui ne militent pas. Donc on est un petit noyau très occupé et on n'a pas du tout les mêmes moyens et la même assise que par exemple la FPS, qui a un très bon magazine. Nous on n'a pas les moyens de faire ça, mais on a, et j'aurais dû en apporter, excusez-moi j'ai oublié, on a ce qu'on appelle un 4 pages, c'est-à-dire, comme son nom l'indique, 4 pages qui expliquent ce qu'est l'UJFP et qui expliquent aussi les positions de l'UJFP. Mais en plus de ça, on a une lettre par mail qui circule et on intervient aussi sur les réseaux sociaux. Alors pas moi, j'y suis pas du tout, mais enfin on a certains chez nous qui sont chargés des réseaux sociaux et on a ce mail qui paraît tous les jours avec des communiqués et on a fait des communiqués sur toute l'actualité, bon, bien sûr depuis le 7 octobre, mais même avant, sur tout ce qui se passe. Alors par rapport à la Palestine, mais également sur les violences policières, sur le racisme en France, sur la politique macroniste, etc. Et, oui, on a des prises de position politiques qui sont exprimées tous les jours. Et alors la première question, elle me met en difficulté parce que je ne sais pas... je pense que effectivement, on ne s'est pas mobilisé, on est au courant de ce projet de loi, on ne s'est pas mobilisé là-dessus parce que peut-être on a pensé à certains moments qu'il y avait
d'autres priorités, même si on s'est exprimé quand même dessus, et avant ça sur la résolution Maillard, sur les différents projets de loi et sur celui dont vous parlez, mais on ne sait pas, et je le note parce qu'il faut qu'on en parle, je note qu'on pourrait aussi s'en servir pour intervenir politiquement sur ces questions et sur le danger que ça représente. Mais en même temps, vous dites qu'on est inaudible, alors oui, on l'est à l'échelle de toute la France, et comme je viens de dire, on n'a pas les moyens de publier, et puis surtout, on n'est pas du tout invité dans les médias principaux. Vous voyez des plateaux télé, il n'y a jamais quelqu'un de l'UJFP. Alors, on est sur des plateaux télé, mais qui sont plutôt militants, qui sont pas connus de tout le monde, et c'est un problème. Mais on ne réussit pas à percer par la seule magie de la justesse de nos propos, si tant est qu'ils soient justes. Alors, bon, on en est là. Cependant, on a quand même eu beaucoup de nouveaux membres dans les derniers mois. Alors, c'est peut-être à cause de la situation qui s'est répandue avec le génocide en cours à Gaza, mais on s'est renforcé. Et peut-être qu'on va arriver, d'une part, nous-mêmes, à faire mieux et plus, mais également par un regroupement d'organisations juives antisionistes. On a suscité avec le groupe Tzedek dont j'ai parlé tout à l'heure, le 30 mars à Paris, une réunion internationale de juifs opposés au sionisme. Alors certains se disent antisionistes, d'autres asionistes ou non-sionistes, mais en tout cas tout à fait opposés à la politique israélienne et à ce qu'est l'État d'Israël. Et il y avait des gens qui sont venus, des groupes de différents pays d'Europe. C'était européen essentiellement, mais on a été très nombreux. Il y a eu des interventions très intéressantes. Et puis ça a été suivi par une rencontre, alors c'est pas exactement les mêmes gens, mais il y a eu une rencontre à Londres le week-end dernier qui peut être considérée comme un premier congrès juif antisioniste, parce que là il y avait des gens de tous les continents qui étaient présents, et des gens qui sont des militants affirmés dans différentes organisations juives antisionistes. Et c'est né d'un groupe qui se réunit virtuellement, enfin en ligne depuis 4 ans, avec des discussions, des textes, et une prochaine rencontre internationale de ce même type aura lieu à Barcelone au mois de novembre. Donc peut-être que d'ici, je ne sais pas, 1 an ou 2, on aura un peu plus d'écho dans les populations. La question était pas à retrait. Non mais... Oui, je voulais vous parler de... Vous dites JFP. Si on regarde sur Wikipédia, est considérée comme une organisation gauchiste. Je le sais très bien puisque j'étais 40 ans à Bordeaux et j'ai un ami très cher qui était le JFP et qui était gauchiste. Donc voilà. Et je voulais vous parler d'une question. J'ai lu aujourd'hui une interview de Marie-Anne Matar-Bonichot, qui est une historienne et qui est chargée par Macron de faire un rapport sur l'antisémitisme, tout ça. Et elle a dit à un moment donné, l'antisémitisme, alors elle constate, elle n'affirme pas, elle constate que les antisémites, les anti-sionistes ne sont pas forcément antisémites, mais que l'État d'Israël étant fondé sur le sionisme et la sécurité, être anti-sioniste, ça équivaut à vouloir souhaiter la fin de l'État d'Israël. Et c'est indissociable de l'antisémitisme. Voilà. Bon, voilà, je voulais savoir ce que vous en pensez. Bon, voilà, et elle a dit, bon, il faut comprendre. Donc voilà, je vous dis ça tel que je l'ai lu. Et je l'ai lu cet après-midi, donc c'est tout récent. Oui, Sonia, merci pour ta présentation.
par rapport à ce qui a été évoqué sur j'allais dire, la force de frappe de l'UJFP du point de vue de la communication. Je pense qu'il y a un point extrêmement important, c'est que les analyses de l'UJFP et des juifs antisionistes de manière générale, au-delà de l'UJFP, sont extrêmement précieuses pour le mouvement de solidarité avec la Palestine, puisque quand on critique l'État d'Israël, on est vite catalogué comme antisémite. Par contre, quand les mêmes critiques sont développées par des juifs antisionistes, c'est plus difficile de dire qu'ils sont antisémites. Et il y a aussi le travail des nouveaux historiens israéliens qui a apporté beaucoup de choses. Tu as évoqué Ilan Pappé, il y a Shlomo Sand, il y a différents historiens israéliens qui ont fait un super travail. Même si parfois on a aussi entendu dire oui, c'est des choses que les historiens palestiniens avaient dit depuis longtemps, mais c'était passé aux oubliettes, mais parce que ce sont des Israéliens qui redécouvrent ce qu'avaient analysé les historiens palestiniens, là ils ont le droit de citer. Donc je ne sais pas comment tu vois tout ça, mais moi ce que je voulais dire c'est que même si ce sont des voix qui sont un peu minoritaires, le fait qu'elles existent, c'est, me semble-t-il, extrêmement important pour le mouvement de solidarité. Et puis, alors, ma question, c'est que on voit se développer depuis des années, et encore plus depuis le 7 octobre, et peut-être encore plus depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en France, on voit se développer des attaques absolument infâmes contre le mouvement de solidarité et contre une partie de la gauche française, celle qui n'est pas alignée sur les sionistes, justement, et la critique d'antisémitisme est devenue est en train d'essayer de faire en France ce qui s'est fait en Angleterre contre Jérémy Corbyn et qui a cassé en partie le parti travailliste en Grande-Bretagne. Et comment tu vois ce nouveau développement et la façon dont on peut y faire face? Oui, moi je peux répondre. Alors, votre question, enfin, quand vous dites que Wikipédia considère que l'UJFP est gauchiste, on est même considéré comme islamo-gauchiste. Et oui, on est islamo-gauchiste. Ça veut dire qu'on a des positions radicales sur la situation de la Palestine et sur la privation de droits des Palestiniens et sur l'islamophobie en France. Et alors, vous avez continué en parlant d'Israël, enfin de cette personne que je ne connais pas, à laquelle Macron a demandé un rapport, et quand elle dit si Israël, enfin je ne sais plus comment c'était formulé, si des gens ne reconnaissent pas Israël, ils sont forcément antisémites. Donc cette personne, je ne sais pas si elle a des connaissances poussées, mais apparemment, elle ne comprend pas justement ce sur quoi nous nous mobilisons, que Israël, ça n'est pas le judaïsme, Israël, ça n'est pas les juifs du monde, on rejette la centralité d'Israël. Israël, c'est un mouvement colonial, enfin la création de l'État d'Israël, c'est une conquête coloniale qui s'est incrustée et enquistée dans cette terre de Palestine, qui essaye depuis toujours, et on le voit encore plus aujourd'hui, d'éradiquer la population palestinienne. L'idée, c'était le plus de terres possible et le moins de Palestiniens, même si eux ils disent arabes et pas palestiniens, possible.
Et donc on ne reconnaît pas ça. C'est une aventure qui est sortie de la population juive mondiale à une certaine époque et qui s'est poursuivie, mais il y a tout un pan de la population juive ailleurs dans le monde qui ne reconnaît pas Israël et on dénie à Israël le droit de nous représenter. Et c'est ça qu'il faut beaucoup expliquer. On peut être juif et n'avoir rien à faire avec Israël, sauf lutter contre cet État qui prive les Palestiniens de leurs droits fondamentaux. Et pour répondre à Yves, alors il y avait plusieurs questions. Bon oui, les analyses, c'est pas vrai qu'on est à l'abri de l'attaque de l'injure d'antisémitisme, enfin je sais pas comment dire. On nous attaque, pas forcément, et encore si, ça peut arriver qu'on dise qu'on est des juifs antisémites, mais c'est surtout qu'on dit qu'on a la haine de nous-mêmes, qu'on a la haine de nous, qu'on ne se reconnaît pas dans le judaïsme. Et ça, on le rejette complètement, on le réfute. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant et on s'en rend bien compte dans les manifs quand on défile avec nos banderoles et nos pancartes. Les gens applaudissent quelquefois. Et puis certains sont très étonnés. Il y a encore aujourd'hui des gens qui découvrent que, ah bon, des juifs peuvent être contre Israël. Et ça répond aussi à votre question. Et oui, parce que le sionisme, c'est quelque chose qui s'est développé à l'encontre, comme une rupture dans l'histoire juive mondiale. Alors sur les attaques contre le mouvement de solidarité, ben oui, on empathie bien sûr. Mais je pense que ce qui s'est passé en Grande-Bretagne avec Jeremy Corbyn et d'autres, il y a eu Naomi Wimborne qui a aussi été exclue du Parti travailliste, enfin il y a eu plusieurs personnes, je n'ai plus les noms des autres. Bon, nous on n'est pas dans la même situation, on n'est pas un parti, même si on joue un rôle politique, on n'est pas un parti, on n'est pas très nombreux, et puis je pense que un peu à l'image des Palestiniens, nous on tiendra toujours, on tiendra le cap de l'antisionisme, et on n'a pas toujours été antisioniste. L'UJFP s'est créé, donc je le disais, dans les années 90, au moment d'Oslo d'ailleurs, mais n'a pas affiché d'emblée, et il y a même eu des débats internes houleux pendant des années, parce qu'il y avait des positions diverses. Et c'est seulement, alors je ne sais plus quand, il y a une douzaine d'années peut-être, qu'on s'est déclaré association antisioniste et qu'on a étudié la question. De la même façon, le groupe très connu, enfin je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est très connu dans le mouvement de soutien à la Palestine et dans les juifs antisionistes, qui s'appelle JVP aux États-Unis, Jewish Voice for Peace, donc Voix juive pour la paix. C'est une association qui s'est énormément développée, qui a des milliers de membres partout aux États-Unis, et qui est aussi devenue antisioniste après 2 ans d'études et de débats internes. Donc on ne naît pas antisioniste, et on ne s'improvise pas non plus antisioniste, ça demande un réel travail. Et en plus, ça demande aussi un travail de détachement du côté sentimental, parce que pour beaucoup de juifs, quand on est né dans des familles sionistes où on a entendu, y compris dans des familles se disant de gauche, mais quand même sionistes, c'était après la Deuxième Guerre mondiale, tentant de se rattacher à cette aventure israélienne qu'on voyait comme quelque chose de socialiste presque. Et donc pour se détacher de ça, ça demande aussi tout un travail. Oui, bonjour. Question. Je voulais vous poser une question et vous remercier de votre apport et de votre intervention. Et comment traduire dans la pratique, nous qui ne sommes pas membres de votre organisation, quand on voit que dans les manifestations, par exemple, ici, organisées par la FPS, à Clermont, il y a pratiquement peu de présence d'autres organisations, que ce soit les organisations syndicales ou les organisations politiques du mouvement ouvrier. Comment peut-on combattre le sionisme et les attaques contre les libertés démocratiques qui l'accompagnent, que le gouvernement organise? Et donc, quelle relation avez-vous avec ces organisations? Moi, je fais partie de la CGT et je suis assez désolée de voir à quel point
il y a peu de mobilisation des organisations syndicales dans ce combat, pourtant vital aujourd'hui, surtout avec ce qui vient de se passer aux élections et la sortie d'un parti qui se défend et qui annonce la défense du combat et de l'aide à l'État d'Israël. Donc c'est une question importante. Et est-ce que la question qui est posée à tout le monde aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous dites par rapport au 7 octobre? Condamnez-vous le Hamas? Et cette question est à l'envers. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est condamnons-nous l'État d'Israël, l'État colonial, et au lieu de condamner ceux qui cherchent à le combattre, y compris par la violence, parce qu'on ne peut pas combattre le colonialisme autrement que par la violence. Je le mettrai dans ce sens. Oui, merci. Merci pour votre intervention et vos réponses. À l'issue de votre introduction, je me demande s'il n'y a pas un grave problème sémantique aujourd'hui. La dame l'a abordé à propos de l'antisémitisme. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi l'aborder par rapport à l'antisionisme? À l'issue de vos conférences, je ne suis pas sûr convaincu d'avoir toujours été antisioniste. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis contre la politique de l'État d'Israël, y compris de manière constante, mais ça ne fait pas de moi, Gorille, un antisioniste. Je ne suis pas sûr à l'issue de votre temps. Et je pense que c'est important de ne pas tout mélanger. L'antisémite, aujourd'hui, on le traduit spontanément, de manière à peu près correcte. Antisioniste, je ne suis pas sûr qu'on le traduise de manière, à l'issue d'une conférence, de manière satisfaisante. On peut être contre la politique de l'État d'Israël sans être contre l'État d'Israël. En tout cas, c'est mon cas. Et je ne vois pas comment aujourd'hui, c'est très pragmatique à ce que je vais dire, indépendamment de ça, dire qu'on va détruire l'État d'Israël aujourd'hui. D'abord, c'est une question difficile quand on n'est pas en Israël. Je ne suis pas pour que notre pays, ou nous, ou moi, ait une attitude coloniale sur ces questions. Et d'autre part, c'est aussi compliqué, même en d'Israël. Je ne suis pas convaincu de la nécessité immédiate, en tout cas, de la destruction de l'État d'Israël, qui est maintenant un État. Même s'il n'est pas défini du point de vue de ses frontières. Ça, c'est aussi une autre question. Oui. Moi j'ai une question, c'est un peu dans le même sens qu'une question précédente, c'est pour ça que je la pose. Je fais partie d'un dialogue interreligieux dans lequel on retrouve des musulmans, des chrétiens et des juifs. Alors il est vrai qu'à Clermont-Ferrand, il y a assez peu de juifs par rapport peut-être à d'autres endroits, mais aujourd'hui par exemple, du fait du conflit à Gaza, on note que les quelques personnes qui pourraient venir, et qui venaient auparavant à ces réunions, à ces dialogues, ils sont très gênés de venir. Donc comment vous expliquez cela? Est-ce qu'on peut l'expliquer d'ailleurs? Cette fois-ci, on laisse Sonia répondre. Oui, alors votre question sur l'absence du mouvement ouvrier, en gros, ou de certains partis de gauche dans le combat contre le sionisme, c'est un peu l'histoire du mouvement ouvrier en France qui a ses propres contradictions, ses hésitations. Cela dit, il y a des sections CGT ou même du Parti communiste ou des courants dans le Parti communiste qui sont résolument associés au mouvement de soutien des Palestiniens. Mais les appareils, globalement, c'est pas à moi de répondre. Hein. il faut que le travail interne se fasse et c'est peut-être difficile parce qu'il y a des lenteurs, il y a des réactions anciennes. Sur les questions coloniales, le PC n'a pas toujours été clair, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, il y a des obstacles inhérents à la nature de ces groupes, partis ou syndicats
Et puis il y a des façons de réagir à l'actualité qui sont... Alors peut-être que les groupes militants extérieurs à ces partis et syndicats ne font pas assez de travail auprès d'eux, mais bon, je ne sais pas, ça ne dépend pas de nous complètement. Et vous avez tout à fait raison de dire que la question sur le Hamas est posée à l'envers. Et nous, ce qu'on répond, enfin, de toute façon, on refuse de répondre directement, mais pour nous, l'attaque du 7 octobre, c'est une attaque de combattants. Alors, il y a eu des crimes de guerre commis, certainement, mais c'est une attaque de combattants qui souffraient de 76 ans de colonialisme. Et le colonialisme, l'ONU a reconnu, et tous les penseurs anticoloniaux, à commencer par Fanon, ont défendu l'idée qu'un peuple opprimé a le droit de se révolter, de se défendre et de résister, y compris par la violence. Alors, le problème sémantique, c'est vous, monsieur, qui l'avez soulevé, oui. Alors, c'est pas un problème sémantique, c'est un problème d'analyse politique de ce qu'est Israël. Il y a un certain nombre de gens, j'en connais, qui critiquent la politique israélienne, mais qui ne sont pas prêts, et c'est leur droit, à remettre en cause le droit d'Israël à exister en tant qu'État. Et alors que l'antisionisme, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, mais peut-être pas assez clairement, l'antisionisme, ça consiste à remonter à la racine de ce qu'est ce mouvement qui a fait une implantation juive coloniale en Palestine et qui a, à partir de là, créé un État qui a pris de plus en plus de place en lien avec les puissances occidentales, elles-mêmes coloniales ou impérialistes, et qui a pris une place qui est comme considérée comme une partie de l'Europe, finalement, insérée dans ce Moyen-Orient, tout à fait injustement. Donc, on peut considérer que l'État d'Israël n'est pas légitime. Ça ne veut pas dire, comme on nous l'a souvent reproché, jeter les Juifs à la mer si ça se transforme. Il n'en est pas question. Enfin, ça serait complètement absurde. S'il y a une transformation radicale qui fait que ce pays devient un autre pays, un autre État, pas un autre pays, parce que le pays c'est la terre, c'est là, mais un autre État avec des droits égaux pour tous ses habitants, qu'ils soient palestiniens, juifs, chrétiens, etc., ça n'est plus Israël, c'est un autre État. Et les Israéliens juifs qui y sont en ce moment, si ça se faisait dans, je sais pas, 10 ans, 50 ans, pourraient très bien y rester. Et ceux qui ne supporteraient pas cette évolution pourraient partir. Mais ça n'est pas l'idée que l'État d'Israël a le droit d'exister, a le droit de se défendre. L'antisionisme rejette cette idée que l'État d'Israël a le droit de se défendre. Il ne peut certainement pas se défendre contre ceux qu'il a colonisés, parce que c'est un État colonial. Et alors, il y a encore la question, je l'ai mal noté, ah oui, pourquoi vous disiez, est-ce que des Juifs sont gênés de venir dans des réunions interreligieuses? Ben, je ne sais pas. Ça dépend de leur position. Enfin, est-ce qu'ils craignent? Ça dépend de la position qu'ils ont sur effectivement l'actualité du moment. Est-ce que ce sont des gens qui sont quand même un peu gênés d'être perçus comme liés à Israël parce qu'ils se rendent compte qu'Israël est dans une impasse épouvantable et critiquable? Ou bien est-ce que des gens qui soutiennent toujours Israël menant son génocide, et à ce moment-là, ils savent qu'ils vont se faire critiquer fortement par les autres participants, mais comme je ne les connais pas, je ne sais pas. Alors, oui, il y a une question avant. Juste, je signale que la réponse que vient de donner Sonia, elle est aussi analysée et évoquée dans le texte de... Celle qui est venue faire des conférences en France. L'américaine qui est venue faire des conférences. Ah, Judith Butler. Voilà, Judith Butler qui l'explique, qu'il analyse en détail. Elle répond bien aussi. On peut compléter la réponse. Il suffit d'aller lire ce texte. Oui, je suis surprise parce que vous dites à propos de... Enfin, j'entends pas que vous voyez une solution à ce qui se passe là maintenant.
si je comprends bien, une métamorphose de l'État d'Israël, donc pas une solution à 2 États, par exemple. Déjà. Donc j'avoue que ça me saisit un peu ce que vous dites, parce que je connais des gens qui viennent pas aux manifestations auxquelles j'ai participé de soutien aux Gazaouis, pour protester contre le massacre, là, mais ce que vous dites du Hamas me surprend aussi. Je connais beaucoup de gens qui ne viennent pas parce qu'ils n'entendent pas quelque chose d'équilibré qui ferait entendre que les Juifs d'Israël ont le droit aussi de vivre en paix. Donc je ne vois pas très bien comment vous voyez une évolution possible. Et en question annexe, j'avais lu il y a longtemps le livre de Finkielkraut, Les Juifs imaginaires. Donc j'avais trouvé, alors c'est très très ancien, hein, mais je me souviens que les 2 parties m'avaient paru intéressantes parce qu'il était autocritique par rapport aux Juifs qui se prennent pour des Juifs, pour aller très vite. Mais dans la 3e partie, il craquait en quelque sorte, il disait mais de toute façon quand même, je suis obligé d'être solidaire d'Israël. J'avoue que je n'ai pas écouté ces temps-ci ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Et 3e question annexe, parce que je suis en train de lire le livre de Filiou, qui vient d'écrire là, sur l'histoire de Palestine et Israël. Et je n'ai pas bien compris ce qu'on appelait les révisionnistes de Jabotinsky. Voilà, merci. Oui, je vais réagir à ce que je viens d'entendre. Et je vois un peu le vilain petit canard. Je ne conteste absolument pas que le peuple palestinien est colonisé et a le droit de se défendre. Ça, c'est tout à fait clair pour moi. Mais je suis très gêné par une position qui dit que le massacre du 7 octobre est quelque part légitime. Enfin, voilà, c'est le peuple palestinien qui se défend. Ça fait, à mon avis, un peu l'impasse sur le rôle géopolitique de l'Iran dans l'affaire. Autant je trouve que l'État israélien se comporte comme un État fasciste, autant on ne peut pas obérer le fait que le Hamas est une excroissance de l'État iranien, qui est un État absolument détestable lui aussi, et complètement manipulé par l'Iran, et qui ne représente pas forcément la volonté du peuple palestinien en général. Enfin, je trouve que les Juifs devraient condamner de façon claire et nette l'attaque terroriste des membres du Hamas, qui est l'attaque en fait pilotée par l'Iran contre Israël. Pour moi, elle est aussi condamnable que les massacres qui sont perpétrés aujourd'hui par l'État fasciste d'Israël. Alors oui, vos 2 interventions sont assez proches. À mon avis, vous mettez une espèce de symétrie entre Israël, État colonial, et les Palestiniens sans État, colonisés, enfermés, opprimés. Et c'est pas possible. On ne peut pas, et ça depuis les écrits de Fanon et d'autres, tous ceux qui ont travaillé sur le phénomène colonial, et on a vu tout ce qui s'est passé en Algérie, on ne peut pas mettre sur le même plan un système qui colonise, qui exerce sa suprématie sur un peuple qui n'a rien demandé, qui s'est vu se faire envahir et déposséder, et ce peuple-là le mettre sur le même plan en disant il commet des massacres, c'est insupportable. Même s'il commet des massacres, c'est dommage. Le FLN en a commis aussi en Algérie. Tous les peuples qui se sont libérés, enfin je connais pas toutes les histoires en détail, mais on sait que très souvent les luttes de libération nationale ont donné lieu à des massacres,
Et c'est regrettable, on aimerait qu'il y ait la paix dans le monde, que ça ne se passe pas comme ça, mais ça se passe comme ça parce qu'il y a la colonisation. Et donc, le pouvoir de certains sur d'autres, ça fait qu'on ne peut pas considérer que Israël a le droit de se défendre de qui? Des gens qui le affament, auxquels qui l'empêchent de sortir de Gaza, ou qui l'empêchent de construire des maisons, qui l'empêchent d'habiter dans les mêmes villes que les Israéliens. Enfin, on a tous les exemples qui montrent que la situation des Palestiniens est insupportable et qu'on ne peut pas les comparer aux Israéliens. Ils se défendent, eux, ils ont le droit de se défendre. Alors on peut regretter qu'à un moment, il y ait des massacres. Mais comme je dis, on en a vu tout le temps. Et malheureusement, ça continuera tant qu'il y aura de l'oppression. L'oppression engendre des violences face à ce qui est devenu insupportable. Alors, dans la question que vous posiez, madame, vous parliez aussi de Finkielkraut qui s'était montré obligé d'être solidaire d'Israël. C'est son problème. Il y a beaucoup de juifs qui sont comme ça, indéfectiblement attachés à Israël, quoi qu'il arrive et quoi que fasse Israël. C'est pas l'avis d'un certain nombre d'autres qui considèrent qu'Israël n'a pas le droit de faire ce qu'il fait, tout simplement, en éthique, en morale internationale. Et sur le révisionnisme de Jabotinsky, c'est un nom qui a été donné à Jabotinsky, enfin au mouvement que Jabotinsky représentait, parce que c'était l'aile, alors là, très violente de la résistance, de la libération nationale contre le mandat britannique de la part des Juifs. Il avait créé le groupe Stern, qui était une milice qui a tué beaucoup de Palestiniens. Enfin, ça, c'était au moment de 47-48 de la guerre. Et alors, j'avoue que je ne sais plus très bien pourquoi on l'appelait révisionniste, il faudrait que je recherche. Mais c'était en tout cas l'aile droite, très proche du fascisme italien, de Mussolini personnellement, et en opposition à ce qui est devenu la direction d'Israël dans les premières années. Et pour vous, monsieur, je crois que j'ai répondu en disant que vous dites que les Juifs devraient condamner l'attaque terroriste. Non, enfin, il y a des Juifs qui condamnent, oui, mais pas nous. C'est pas terroriste. Alors, pour ce qui est Jabotinsky, je peux peut-être répondre très brièvement. Il faut voir quelles étaient les frontières de l'État d'Israël au moment où Israël a été créé. Jabotinsky, lui, voulait un État d'Israël qui englobait ce qu'on appelle maintenant la Judée-Samarie. Voilà. Donc, ce qu'il rejetait, c'était ce que l'on avait offert en 1948 et avant comme État d'Israël. Donc, dans ce sens-là, il était révisionniste. Maintenant, les moyens qui ont été pris après pour assimiler, pour englober la Judée-Samarie, ne venaient pas forcément directement de Jabotinsky. Je voudrais aussi rebondir un peu sur ce qu'a dit monsieur, très brièvement. Je voudrais citer Stéphane Hessel, qui était juif, qui était ambassadeur, qui était pour la paix, qui a très clairement condamné à l'époque les attentats commis en Israël, dans les autobus, dans les cafés, mais qui a quand même dit, pour qu'un peuple vive en paix avec lui-même ou avec ses voisins, il faut qu'il ait de l'espoir. Tout ce que l'on a donné à la Palestine, tout ce que Israël a donné à la Palestine, c'est du désespoir. Et le désespoir ne peut mener qu'à la violence, une violence qui peut s'avérer aussi suicidaire. Voilà. Merci. Oui, je voudrais vous demander, que pensez-vous de la pensée de Shlomo Sand et même de son évolution, puisque maintenant il parle d'un État binational. Aussi dans ses interventions, alors oui, il a la chance de passer dans les médias, enfin au moins à un certain moment, justement en critiquant les phénomènes de violence dans les évolutions politiques, notamment en Israël-Palestine. Et
voilà. Et puis alors, deuxième question, les mouvements pacifistes qui existent en Israël, qui sont malheureusement peu connus, qui sont très impactés par la situation de violence actuelle, mais qui ont le courage et qui concernent aussi bien des juifs que des Israéliens palestiniens, avec d'ailleurs un engagement religieux parmi eux, un mouvement de rabbins, je crois, et ce que j'ai lu sur Internet. Voilà. Et notamment aussi les chrétiens palestiniens. Mais merci pour votre conférence. Je voulais aussi rappeler la conférence de presse du général de Gaulle de 67, après la guerre des 6 jours, dont on parle très peu et qui quand même dit Israël a gagné des territoires, il va effectivement, les gens vont devoir se révolter, et il va y avoir un mouvement de résistance qui va se développer. Et malheureusement, Israël, depuis, a continué à récupérer des territoires tant qu'il a pu. Et donc, effectivement, les Palestiniens, c'est des résistants. Et on les appellera terroristes. Oui, c'est De Gaulle qui avait dit ça. Hein. Et on les appellera terroristes. Vous répondez aux questions oui. tout de suite. Oui. Je ressens, moi j'ai pas grand chose à en dire. Oui, bon, c'est quelqu'un qui a fait un travail d'histoire très important, qui a notamment trouvé que les juifs ashkénazes n'étaient pas les descendants des Hébreux, mais plutôt du peuple khazar qui s'était massivement converti au judaïsme. Bon, c'est une thèse, tout le monde n'est pas d'accord avec, mais c'est une thèse étayée par des recherches historiques. Et effectivement, il a évolué parce qu'il a exprimé récemment qu'il était pour un État binational. Bon, ben, c'est une des positions qui s'exprime. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. C'est quelqu'un qui est tout à fait respectable par les recherches qu'il fait et qui réfléchit, qui évolue. Donc c'est intéressant parce qu'on a en France un témoignage très vivant de l'évolution des travaux d'histoire en Israël. C'est d'ailleurs un membre de l'UJFP qui traduit ses livres en français. Vous avez mentionné les mouvements pacifistes de juifs en Israël. Alors, il y en a toujours eu. Il y a eu notamment un groupe qui s'appelait Matzpen, qui s'est créé dans les années 60, qui a été créé par des jeunes israéliens qui étaient des dissidents du Parti communiste israélien, et qui a été très radical et très clair sur la nature du sionisme. Je voulais lire dans mon exposé tout à l'heure une citation d'eux, mais peut-être qu'il est tard maintenant, je ne vais pas faire de nouvelles lectures. Mais il y en a eu d'autres. Et puis il y a eu les anarchistes contre le mur, donc qui n'existent plus. Il y a le groupe qui s'appelle Shalom Arshaf, Paix maintenant, qui est resté assez modéré, c'est-à-dire qu'eux ont surtout lutté contre les colonies, en disant qu'il fallait sortir des colonies, des territoires occupés. Ils ne se sont pas vraiment imposés sur la critique de la nature de l'État d'Israël, mais bon, ils ont milité, ils sont moins influents maintenant. Mais il y a notamment un mouvement de jeunes qui refusent de partir à l'armée. Et il faut dire qu'en ce moment, en Israël, refuser de faire l'armée quand on a 18 ans, c'est encore plus courageux que d'habitude. Bon, ils font de la prison, quelques jours, quelques semaines, ça dépend. Et donc en ce moment, c'est très mal vu. Mais ça continue. Et moi, par exemple, je reçois leurs lettres régulièrement. Ils ont une association qui envoie des lettres, qui demande de l'aide, mais qui fait part de leur dissociation de ce que fait l'armée. Il y a aussi des gens de l'armée, des soldats, enfin des gens qui sont réquisitionnés dans l'armée en ce moment, qui ont fait des commentaires qui ne sont pas très connus mais critiques. Et puis, comme vous disiez, il y a l'association qui existe depuis très longtemps des rabbins pour les droits de l'homme et des médecins pour les droits de l'homme, qui sont... Et puis B'Tselem, la fameuse
enfin je dis fameuse parce qu'elle est quand même très engagée, association aussi des droits humains en Israël et qui intervient sur toutes les violations des droits vis-à-vis des Palestiniens. Pour la question, oui, vous avez raison de rappeler la conférence de presse de De Gaulle. Et c'est comme dans ce livre, il y a des textes anciens, plus ou moins anciens, qu'on oublie, mais qui étaient déjà très clairs sur ce qui allait se passer et ce qu'on voit se passer maintenant. On n'apprend pas suffisamment les leçons du passé. Oui, moi je ne voudrais pas avoir l'impression de faire trop l'avocat du diable, mais comme je suis encore sous le coup de la lecture du livre de Filiou et que je découvre énormément de choses, donc évidemment j'étais très sensibilisée au fil des ans sur les conditions inadmissibles des Palestiniens. Enfin, je ne sais même pas comment ils peuvent vivre, revivre, reconstruire leur maison, etc. Et je découvre aussi à quel point les factions de défense des Palestiniens, l'OLP et puis un tas d'autres dont j'ai oublié ici, se sont quand même entre-massacrés les uns les autres aussi. Hein. Parce que si on est trop simpliste, on a l'impression que c'est des Arabes contre les Juifs, et aussi à quel point les pays arabes ont joué différents jeux géopolitiques sans vraiment porter une défense d'ensemble aux Palestiniens. Parce que si on ne voit pas ça, on peut être vite dans le binaire, hein, où on est antisioniste, où on est... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis étonnée de ne pas entendre ça, mais peut-être que votre association ne va pas jusqu'à envisager des solutions géopolitiques, je ne sais pas. Comment est-ce que nous pouvons agir de manière efficace pour venir en aide à la Palestine, en particulier la jeunesse, puisque malheureusement la jeunesse est vraiment désinformée sur le sujet et c'est pas forcément évident d'agir en bien. Enfin, si je peux dire ça comme ça. Une autre question? Oui. Alors, oui, vous faisiez allusion au conflit intra-palestinien et aux luttes, notamment, enfin celles qu'on connaît le plus, c'est celles qui se sont passées entre le Hamas et l'OLP, à la fois au plan politique et au plan physique de la violence armée. C'est regrettable, mais c'est pas à nous de l'extérieur à dire quoi que ce soit. Enfin, on peut regretter, mais c'est comme ça aussi dans tous les mouvements de libération. Je referai allusion à la lutte de libération nationale en Algérie ou même dans d'autres pays d'Afrique que j'ai pu connaître, le Congo, en Afrique centrale, le Sénégal, le Mali. Et il y a eu toujours des luttes intestines. Et c'est comme ici, dans le mouvement de soutien à la Palestine. Il n'y a pas de lutte trop importante, c'est déjà bien. Mais dans la politique en général, il y a des gens qui ont un même idéal, nous disons un même but global, et qui défendent quand même des positions différentes, et ça peut en venir aux mains. Bon, nous, on n'a rien à dire là-dessus, mais ce que regretter aussi que les pays arabes ne soutiennent pas plus les Palestiniens, effectivement, mais ça s'analyse en géopolitique, c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, le Maroc sont des alliés des Américains, donc forcément ils soutiennent, on en arrive à constater qu'ils soutiennent Israël parce que c'est la ligne politique qui est défendue. Les blocs qui se sont constitués depuis 2001 à l'échelle mondiale, avec cet axe antiterroriste piloté par les États-Unis, repris par l'Europe et donc par un certain nombre de pays, dont Israël et quelques pays arabes. Donc c'est aussi l'état des lieux qu'on est bien obligé de constater. Nous, en tout cas, nous, petits groupes en France, on ne peut pas vraiment agir là-dessus. Mais on peut développer des analyses qui convergent avec d'autres et qui, petit à petit, peut-être, feront comprendre un certain nombre de choses à plus de gens. Ah oui, alors après, comment aider la Palestine?
bon, c'est pas à moi seule en tant que représentante de l'UJFP de répondre à ça, mais en tout cas, nous, à l'UJFP, on soutient fermement le mouvement BDS, boycott des investissements sanctions, et ça, c'est un moyen d'affaiblir Israël, dont l'économie d'ailleurs en ce moment va très mal, parce que de toute façon, l'effort de guerre nuit à l'économie, mais aussi parce que un certain nombre d'entreprises ont désinvesti de leur présence en Israël ou dans les territoires occupés. Et donc il y a un affaiblissement de l'économie israélienne qui pourrait redémarrer, mais qui pourrait redémarrer si la guerre s'arrête, si les finances vont à autre chose. Et donc le mouvement de boycott des investissements et sanctions, et surtout les sanctions auxquelles on appelle et qui tardent à venir, parce que même si la Cour internationale de justice a déclaré que Israël était il était plausible qu'Israël soit en train de se préparer à un génocide et qui a demandé des mesures qui n'ont été prises par personne, ni par Israël, ni par les pays qui sont censés sanctionner. Voilà, c'est difficile, c'est des moyens qu'on pourrait avoir d'aider mieux, mais qui sont difficiles à mettre en œuvre parce que la communauté internationale, en tout cas occidentale, est l'allié d'Israël, et donc ça n'avance pas beaucoup. Pour aider la jeunesse particulièrement, il faut se tenir informé de ce que font des groupes de jeunes. Alors, il y a des jeunes qui font la résistance armée, donc ça, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais il faut quand même savoir que ça existe, et que dans des villes comme Jenin, Naplouse, Hébron, ces jeunes sont présents et se font tuer d'ailleurs par les attaques très fréquentes et très brutales de l'armée israélienne. Mais il y a aussi des groupes qui sont pacifiques et qui sont assez emblématiques de la résistance, comme le groupe... alors j'oublie son nom, mais c'est mené par un militant qui s'appelle Issa Amro, à Hébron, qui sont contre l'occupation, parce qu'Hébron, c'est une ville qui est minée par les colonies, à l'intérieur de la ville, les colonies juives religieuses. Et donc ce groupe-là s'est insurgé pacifiquement et fait des explications, des analyses et des mobilisations pacifiques. Et c'est bien de les soutenir, pour ceux qui peuvent envoyer de l'argent, mais en tout cas se tenir au courant de ce qu'ils écrivent, de ce qu'ils envoient en France, et leur répondre, leur écrire. Peut-être une des dernières questions. Voyez-vous un rôle, et si oui, lequel, à la communauté internationale dans ses organismes officiels, par exemple l'Organisation des Nations Unies et ses différents organismes? Est-ce que vous pensez que ces organisations peuvent avoir un rôle positif dans la solution au problème israélo-palestinien? Depuis 1947, aucune, sauf le plan de partage, aucune résolution de l'ONU n'a été appliquée. Donc on voit bien que l'ONU n'a aucun pouvoir, mais il continue. Et il y a des rapports qui sont faits pour l'ONU, comme aujourd'hui encore est sorti un rapport de la commission d'enquête dans les territoires occupés. Ce sont des rapports importants qui sont faits en général de manière objective. Il y a eu des gens qui ont été responsables je ne sais plus comment ça s'appelle, du contrôle sur les droits humains dans les territoires occupés, comme les noms m'échappent maintenant, Michael Link, et puis j'ai oublié d'autres noms, mais qui font eux aussi des rapports très documentés et très sérieux, mais il n'empêche que le veto américain bloque complètement l'action. Et bon, on parle beaucoup du veto américain parce que c'est vrai qu'un veto, ça annule tout de suite la possibilité d'application de prise en compte d'une résolution. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les autres pays, l'Europe qui est complètement à la remorque des États-Unis et qui empêche toute solution. Donc l'ONU n'a aucun pouvoir de transformer la situation, sauf si la donne changeait et que les pays, que le droit de veto était supprimé pour les Américains, par exemple, ce qu'on ne voit pas se profiler. On est dans une situation bloquée. Cour pénale. Oui, c'était pas une question, c'était simplement... La Cour pénale internationale a déclaré un mandat d'arrêt contre Netanyahou. Aucun impact. Pardon. Je vous ai coupé. Alors, c'était pas une question, c'était simplement une remarque. Moi, je voulais vous féliciter pour la clarté de votre démonstration.
en revenant au sens du sionisme, on ne peut que conclure que l'État d'Israël est un État colonial. Alors c'est au cœur de la réponse que vous avez apportée tout à l'heure. Donc voilà, pour moi c'est clair, hein, oppresseur, oppressé, la question ne peut se poser. Alors on peut, alors il y a une camarade qui est intervenu là-dessus tout à l'heure, on ne peut que regretter que ce ne soit pas la position des organisations syndicales. Moi je suis enseignant, j'appartiens à une fédération syndicale qui est la FSU, hein. Et par exemple, lors de la manifestation de la semaine dernière, celle du 8, si je me trompe, la FSU n'a pas été signataire de l'appel au 8 parce qu'il y avait dans le titre l'expression guerre génocidaire. D'accord ? Donc voilà, c'était simplement un élément de réflexion. Si je peux. Non, il y a quelqu'un d'autre? Non, c'est à moi. Par rapport à la question qui a été posée sur qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir les Palestiniens, il y a pas mal de choses qu'on peut faire, même si elles ne sont pas très efficaces immédiatement et qu'elles ne permettent pas d'avancer rapidement. Mais il y a eu un projet de l'Union juive française pour la paix de développer toute une aide à l'agriculture à Gaza pour aller vers plus d'autonomie alimentaire pour la population de Gaza. Alors ce projet, c'est un magnifique projet avec la construction d'un château d'eau, la construction de pépinières pour faire de la culture vivrière dans les zones de Gaza qui n'étaient pas arrosées de pesticides par Israël, etc. Bon, tout ça a été détruit, mais le projet continue d'autres façons, puisque actuellement il y a une collecte qui continue avec du JFP. Alors j'en parle de manière un peu savante parce que l'association France-Palestine de Clermont-Ferrand participe autant qu'elle peut à ce projet depuis sa création. Et il fait partie des partenaires à qui on envoie une partie des collectes de dons qui sont faites depuis le mois d'octobre dans toutes les manifestations à Clermont-Ferrand. Et donc on continue d'envoyer à Abou Amir et à l'association INSINA qui font ce qu'ils peuvent pour préparer des repas pour les gens qui sont affamés par le blocus israélien. Alors c'est des petites choses, hein, mais ça fait partie de ce qu'on peut faire. On peut aussi s'engager de manière plus pérenne dans le mouvement de solidarité de différentes façons. Et il y aura samedi prochain, 15 juin, une nouvelle manifestation, place de Jaude, dans laquelle différentes parties vont s'exprimer, et notamment deux délégations de collectifs d'Aurillac qui viendront expliquer tout le travail qu'ils font à Aurillac pour la solidarité avec Gaza. Donc il y a pas mal de façons de... À 15h, oui, j'ai peut-être oublié de dire, c'est à 15h, place de Jaude, samedi. Mais bon, il y a différentes façons. En dehors de ce projet de l'UJFP, on soutient différents partenaires en Palestine aussi. Et oui, je voudrais préciser, merci d'avoir parlé de ce projet, que non seulement ça a aidé, enfin, comme tu dis, tout a été détruit, mais il y a eu un château d'eau, il y a eu des serres, il y a eu des distributions de semences, des formations aux agriculteurs, et il y a eu une production, parce que ce projet, il a été mené déjà depuis 5 ou 6 ans, et donc il y a eu le temps de faire des plantations, de l'irrigation et de récolter. Bon, maintenant, ça n'existe plus, mais il y a un aspect intéressant aussi qui est que Abou Amir, dont parlait Yves, qui est
le leader un peu de ce groupe, enfin notre correspondant, il est non seulement notre correspondant, il est salarié, avec l'argent des collectes, salarié de l'UJFP. Et lui et les personnes qui travaillent avec lui ont toujours une pancarte UJFP dans le dos, comme il y avait sur le château d'eau UJFP. Et c'est important pour répondre à des gens qui disent oui, mais les Palestiniens sont antisémites, ils parlent des Juifs. Bon, d'abord, quand ils disent le mot juif, c'est pas forcément antisémite de dire juif, et c'est parce que les Israéliens qu'ils ont en face d'eux sont des Juifs. Mais ils sont conscients qu'une association juive française est présente auprès d'eux de façon continue depuis des années, et ça donc ça embouche un coin, si on peut dire, sur les allégations d'antisémitisme de la part des Palestiniens. Et maintenant, effectivement, il y a des distributions de nourriture 3 fois par semaine, des grandes marmites dans lesquelles est préparé à manger, et puis des tentes aussi qui ont été faites pour les réfugiés qui n'ont plus rien. Alors, on va prendre, parce que l'heure avance, et on va être obligé de s'arrêter dans pas longtemps. Je vais donner la parole juste pour une question très courte, si vous voulez répondre de manière très courte. Et avant, je vais faire une toute petite remarque. J'ai écouté Oberlin qui est venu à Clermont, qui est un orthopédiste français qui travaillait, qui a beaucoup aidé les Palestiniens, en Palestine et à Gaza. Et quand on lui a posé la même question, il a dit, quand on demandait aux Palestiniens qu'est-ce que vous voudriez comme soutien, il disait, le côté matériel c'est très bien, c'est très utile, mais le plus utile c'est le soutien politique, c'est l'engagement politique en faveur de la cause palestinienne. Je m'arrête là, je passe la parole pour une petite question. C'est en fait juste 2 commentaires, je ne développe pas. Pour ce qui est des luttes entre Palestiniens, il faut savoir qu'elles sont instrumentalisées depuis très longtemps par Israël et encore plus par le gouvernement Netanyahou. Et pour ce qui est du Hamas fabrication iranienne, il faut aussi savoir que le Hamas est depuis très longtemps au centre, au cœur même de la politique de M. Benjamin Netanyahou, et que ce même Hamas est surtout financé par Israël, par M. Netanyahou, via le Qatar. Donc là, il faut faire attention de ne pas simplement trouver imputable. De répondre Non, mais merci d'avoir donné cette précision que j'ai oublié de dire. Bon, on va remercier beaucoup Sonia pour ce débat.